Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de revivre le marathon du Mont Blanc qui vient de se conclure il y a quelques heures à Chamonix avec 3 épisodes hors série qui mettent en lumière des profils de coureurs très complémentaires. Valérie Duhong, une coureuse amatrice qui a débuté la course à pied à 40 ans. Hugo Deck, athlète élite et membre du team Adidas Terex. Et enfin, Chloé Trespoche, athlète de haut niveau en snowboard cross, notamment double médaillée olympique. Un bien joli programme, vous l'aurez compris. Le moment est justement venu de laisser la place à Chloé qui va partager avec nous son duo étoilé. Bonne écoute. Salut Chloé. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. On est à Chamonix, on y est bien d'ailleurs. Oui, il fait grand beau, ça a l'air super. Au programme pour toi là dans quelques heures, pour toi et pour moi aussi d'ailleurs, le duo étoilé. Oui, pour la 2e fois, je vais prendre le départ de cette course qui me fait envie parce que elle est nocturne, il y a un beau coucher de soleil qui nous attend et elle est surtout partagée. Et pour moi qui viens d'un sport individuel, j'ai vraiment le plaisir de partager un bout d'entraînement comme ça avec un coéquipier. Ça promet. Chloé, on enregistre cet épisode le 24 juin, c'est la date à laquelle il y a 41 ans tout juste, Jean-Loup Chrétien a été le premier spationaute ouest-européen et plus particulièrement français à être envoyé dans l'espace dans le cadre de la mission Soyouz 16 franco-soviétique. J'imagine que tu étais évidemment au courant de cette information majeure. Voilà, comme on va parler d'étoiles et de duo étoilé, je trouvais ça sympa aussi de faire un petit clin d'œil à notre ami de l'espace. Oui. Chloé, on va commencer par une introduction classique. Petite contrainte pour toi et pas des moindres, tu ne peux pas me parler de sport. Qu'est-ce que tu peux nous raconter à moi et aux auditeurs pour te présenter sur qui tu es, ce qui t'anime, etc. mais sans nous parler de ton parcours de sportif et puis que ce soit en snowboard ou en course à pied. Disons que j'ai eu la chance de grandir dans des environnements hyper naturels entre la mer en Vendée chez mon père et la montagne chez ma mère à Val Thorens. Donc j'ai vraiment cette passion pour la nature, les grands espaces. Je dirais que ça fait vraiment partie de moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'adore les défis, qu'ils soient sportifs ou autres. Voilà, je suis à Sciences Po Paris, je continue mes études parce que je prépare la suite et puis j'adore m'enrichir et je suis assez curieuse et c'est ce que m'apporte Sciences Po. Et puis après, j'adore ma famille qui me suivent partout et que je suis avec amour aussi. Une vie heureuse, franchement, on sent la sérénité et le plaisir. Oui, plaisir. Oui. T'es une optimiste? Ouais, je suis assez optimiste, ouais. Chloé, on va parler de ton rapport au sport maintenant, j'ouvre la boîte. Le sport, il était présent très jeune et dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire que tu as glissé même avant de marcher, quasiment? Pas loin, oui. On commence le ski à 2 ans, en général, quand on grandit en station, et puis le snowboard vers 6-7 ans. Donc oui, ça a vite fait partie de ma vie. Pourquoi est-ce que le snowboard, il a trouvé un tel écho auprès de toi? Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? Premièrement, c'était un sport partagé avec ma famille. Mon grand frère en faisait déjà en compétition, mon père en faisait aussi, donc c'était vraiment des moments familiaux. Et puis ensuite, les sensations de glisse. Le fait d'essayer de toujours dépasser ses peurs en construisant mon niveau de snowboard, forcément je passais des paliers où j'avais toujours la petite adrénaline dans le cœur et c'est ça qui m'animait. Et puis après le début des compétitions et là ça a été une révélation parce que je suis hyper compétitrice mais vraiment dans le jeu, c'est ça qui me donne de l'énergie pour essayer d'aller toujours plus loin, de progresser, de m'entraîner. C'est vraiment pour la compétition que je le fais, donc c'est pour ça que j'ai évolué dans ce domaine-là. Ouais, je m'attendais à ce que tu me dises que ce soit la dimension ludique en premier lieu, mais très vite, finalement, ça a été cette logique un peu de challenge, de dépassement. Et là, le sujet, il est par rapport à toi ou par rapport aux autres? Est-ce que cette compétition, c'est plus pour toi t'accomplir et te démontrer des choses, en tout cas avoir le sentiment d'avancer? Ou est-ce que c'est par rapport à l'autre? Non, c'est vraiment pour moi. Oui, la compétition, il y a la confrontation à l'autre et c'est ce qui motive. Mais en fait, la confrontation à l'autre, je trouve que c'est surtout l'inspiration. Regarder ce que font les autres pour essayer de progresser soi-même. Donc non, avant tout, c'est pour moi aller le plus loin que je peux. Essayer d'utiliser mon plein potentiel dans tout ce que j'entreprends.
C'est vraiment le sens que je vois dans la compétition. Tu as une approche très polyvalente de ta discipline. Tu t'es essayé au géant, au halfpipe, au slopestyle, au border cross, voilà, pas mal de variétés. C'était quoi l'idée derrière ça? Et puis ensuite d'aller un peu en format entonnoir jusqu'au cross. Enfin, comment voilà, tout ça s'est construit? Dans quel état d'esprit tu étais? Pourquoi tu as abordé ta discipline comme ça? Bah oui, j'avais plaisir à faire toutes les disciplines. Et j'étais très attachée à garder cette polyvalence pour garder le jeu justement et pas me spécialiser trop vite, parce que quand on se spécialise, on fait encore plus de répétitions dans notre sport pour travailler le petit détail, et c'est normal, ça on peut pas y échapper, mais de garder plusieurs sports, j'avais vraiment l'impression de casser la routine. Et c'est vraiment ce que je continue de chercher maintenant que je fais que du snowboard cross et que j'ai dû vraiment me spécialiser, parce qu'on peut pas être bon partout, donc il y a un moment, il faut choisir. Ça a été le snowboard cross sans hésitation. Mais j'ai vraiment toujours à cœur de chercher des nouveaux projets, des nouveaux sports pour compléter ma préparation et toucher à tout et garder le plaisir et pas me lasser de l'entraînement. Et c'est ça le plus dur, je trouve, dans le sport de haut niveau, c'est qu'il y a tellement de répétitions, tellement de travail acharné du quotidien, que si on arrive à amener un peu de piquant avec des nouveaux challenges, bah moi c'est ce qui me stimule et qui fait que je garde vraiment la motivation. Si tu devais expliquer le snowboard cross à nos auditeurs, certains t'ont forcément vu à l'œuvre avec brio. Est-ce que tu pourrais juste expliquer les grands principes? Snowboard cross, c'est un parcours avec des virages relevés, des sauts. On est 4 par 4 dedans. C'est le premier arrivé en bas. On n'a pas le droit de se pousser, mais il faut savoir imposer sa ligne et voilà, construire sa stratégie de course pour dépasser et gagner de la vitesse sans être gêné par les autres. Donc voilà, il n'y a pas un parcours qui se ressemble. À chaque fois qu'on arrive sur une Coupe du Monde ou sur un événement international, c'est un nouveau parcours, ça demande de s'adapter. Et voilà, il y a de la vitesse, il y a de l'adrénaline et de la confrontation. Donc c'est assez excitant à faire et à regarder. Apparemment, c'est assez cool aussi. Ouais, je confirme. D'ailleurs, pour préparer nos échanges, j'ai écouté un podcast et j'ai été assez surpris, mais je suis peut-être naïf par rapport à ça, sur la dimension quand même très stratégique en amont, où vraiment tu décomposes, enfin il y a toute une partie de visualisation, etc., mais où tu décomposes aussi chaque endroit ou chaque virage, ça va être la bonne trajectoire, je vais peut-être mal le dire, en tout cas l'emplacement approprié pour dépasser. Enfin, il y a vraiment tout est analysé très en amont, et c'est pas juste aux sensations et à la façon dont ça se passe dans l'instant que tu choisis tes trajectoires, il y a quand même toute une analyse préliminaire, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Quand on arrive sur une course, on a un jour d'entraînement sur le parcours. Le lendemain, on a les qualifications et après, c'est les finales 4 par 4. Et les 2 jours en amont des finales servent vraiment à faire beaucoup de captation vidéo, d'analyse, et après, on retravaille avec les coachs le soir pour savoir comment bien gérer la trajectoire, comment progresser, comment construire sa course en fonction des autres. Donc on construit vraiment une stratégie en fonction de si on arrive à droite, à gauche des autres, pour s'entraîner et savoir prendre la bonne décision le plus vite possible, parce que nous c'est un effort d'1 minute 30, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc quand on prend une décision d'aller à gauche ou à droite, il faut que ce soit la bonne décision et qu'elle soit prise très très rapidement. Et plus on l'a travaillé en amont, plus on l'a visualisé, plus ça va se faire instinctivement et on va être efficace dans nos choix. Je vais faire un saut dans le temps, parce que si on devait citer tout ton palmarès de course, je pense que l'épisode durerait 1h30, sur toutes tes brillantes performances. Tu t'es signalé notamment aux Jeux Olympiques avec une médaille de bronze à Sochi, une 5e place à Pyeongchang ensuite, et en Corée en 2018, et puis l'argent à Pékin en 2022. Est-ce que ces souvenirs olympiques, c'est aujourd'hui ceux que tu chéris le plus? Est-ce que c'est ceux qui ont le plus de portée, ou t'en vois d'autres? Oui, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus construit aussi. La médaille à Sochi, j'étais jeune, je savais que j'étais capable, j'étais capable d'aller chercher la médaille, mais je l'avais jamais vraiment vécu, des performances de cette taille à l'international. J'étais 4e, 5e, 6e, mais j'avais pas encore performé. Mais du coup, je suis arrivée sur l'événement sans pression, vraiment avec la fougue, l'envie. L'insouciance presque. L'insouciance, voilà, c'est ça. Donc un peu avec une espèce de légèreté dans la gestion de l'événement, et ça m'a souri parce que je suis allée chercher cette médaille. C'était vraiment formidable, il y avait ma famille sur place, c'était des grands moments de partage. Donc oui, ça a été incroyable. Et puis après, ça a été un peu compliqué à gérer, dans le sens où on a un sport peu médiatique. Là, on a une médaille, on rentre en France, les médias veulent absolument nous interviewer alors qu'on n'est pas entraîné à ça, et ça a été assez déroutant. On se sent aussi plus attendu face aux autres athlètes, face à nos encadrements. Enfin,
face à tout le monde, mais c'est une pression que je me suis mise moi-même là j'avais plus du tout la place de l'outsider qui était confortable, je me suis mis une pression, donc ça m'a fait grandir d'essayer de gérer ça. J'ai réussi, je suis revenue après en forme avec l'envie et puis une meilleure gestion de la pression. Les JO de 2018, ça a été aussi une grande étape formatrice pour moi parce que pour le coup j'arrivais favorite et j'avais vraiment de bonnes chances de performer et je suis passée à côté. J'ai fait 5e, je tombe sur la ligne d'arrivée. Ça a été vraiment la déception la plus dure à gérer dans ma carrière. Mais c'est vraiment un échec qui m'a permis d'arriver vraiment en forme et encore plus prête à Pékin parce que j'ai remis en question ma préparation physique, mentale. J'ai fait beaucoup de changements. C'est combien de temps là de doute, cette période-là, justement, cette déception? Au bout de combien de temps elle devient finalement positive et permet de reconstruire l'après? Alors, je pense que pendant 2 ans, c'était encore dur et quand je regardais la course, j'avais encore vraiment une fissure dans le cœur. C'était un peu long. Mais, et puis après, la meilleure guérison, ça a été cette médaille justement à Pékin, où tout le travail que j'avais mis en place pour me remettre de cet échec à Pyeongchang m'a permis d'en arriver là. Et donc là, ça a été un soulagement de voir que j'avais pris les bonnes décisions et que j'étais capable de nouveau de performer au JO. Donc oui, ça a été des étapes vraiment fortes dans les deux sens, parfois positives, parfois négatives, mais dans tous les cas qui m'ont beaucoup appris personnellement. Tu sors d'une saison pleine cette année, avec une 2e place au classement général de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui domine la satisfaction de ce résultat? Il y avait un sujet, j'avais entendu là aussi dans le podcast, un peu de consistance. C'est des choses que tu voulais travailler aussi, un peu ta constance au plus haut niveau et enchaîner les très bons résultats, ce qui a été pleinement le cas cette année. Est-ce que c'est ça que tu retiens? Est-ce que c'est la déception peut-être de ne pas avoir été décroché le globe ou c'est les deux finalement? Oui, c'est un peu partagé, mais non, avec du recul, je suis super contente de cette régularité. C'est dur d'être régulier dans notre sport parce que justement, les parcours sont toujours différents, donc faut être polyvalent, faut savoir être bon dans un parcours plat, technique, rapide, moins technique. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire cette saison, c'était l'objectif et c'était super cool. T'as entrepris quoi pour ça? Le travail vraiment spécifique sur la neige. Je suis pas une très bonne starteuse, donc je suis pas très dynamique dans les premiers mètres de course, donc on a vraiment mis l'accent là-dessus. On a travaillé tout le visuel aussi pour prendre des décisions plus rapidement, analyser le parcours plus rapidement pour ensuite envoyer un bon message à mes muscles. Plein de petites choses comme ça, les bras aussi pour sortir plus vite de la gate, les phases à plat, parce que moi je suis assez bonne technicienne et quand ça va vite, j'aime bien parce que voilà, je suis fonceuse, mais quand c'est lent, j'ai un peu plus de mal et on a travaillé dans des parcours lents, donc voilà. Et puis après, j'ai fait aussi un travail mental pour justement ne pas avoir d'a priori quand j'arrive sur un parcours que j'aime pas, me dire j'ai moins de chances de gagner. C'est aussi difficile de se débarrasser de ces croyances. Donc voilà, tout ça a fait que ça a bien fonctionné. J'ai un super staff aussi qui m'a vraiment bien encadré, donc c'était un beau combat pour le globe. Je perds le globe, mais je suis 2e, donc voilà, ça laisse un axe de travail pour les prochaines années. Il y a les JO en Italie à Cortina là, en 2016. Est-ce que c'est déjà au cœur de tes préoccupations et les décisions que tu peux prendre aujourd'hui, elles sont aussi orientées autour d'une réussite à ces Jeux Olympiques, ou est-ce que c'est encore un peu trop loin? C'est loin, c'est une direction, je dirais, mais entre-temps, il y a plein de belles étapes qui m'attendent, et notamment cet objectif de globe de cristal qui m'anime. Donc, mais oui, ça reste un but que je regarde de loin. Tu trônes au très haut niveau depuis de nombreuses années maintenant et depuis très jeune. Est-ce que la flamme, elle est intacte? Est-ce que tu redémarres une nouvelle saison avec une envie qui est pleine? Est-ce qu'elle diffère d'une année sur l'autre? Je dirais qu'elle est intacte, même un peu ravivée depuis quelques années. Je pense qu'avec les sports-études, avec la quantité d'entraînement, et je m'étais un petit peu lassée après, vers 2016-2017. J'en avais un peu marre d'aller à l'entraînement. J'étais toujours aussi motivée en compétition, mais en fait, on s'entraîne beaucoup plus qu'on ne fait de compétition. Donc, c'est vrai que je manquais un peu de flamme à l'entraînement. Et depuis ces derniers jeux, justement, ces avant-derniers jeux en 2018, j'ai vraiment essayé de mettre un peu de piquant dans ma préparation physique. Et ça m'aide vraiment à être motivée toute l'année. Et j'ai remis aussi beaucoup de sens et de plaisir dans tous les entraînements que je fais. Je réfléchis plus à ce que je fais et j'écoute
forcément, on est très encadré, on a un planning et des fois, on perd le fil, on sait plus pourquoi on fait tel ou tel sport ou tel entraînement. On y va, on fait notre entraînement, on rentre à la maison et en fait, de remettre vraiment du sens dans chaque entraînement, dans chaque travail, de savoir pourquoi je fais cet exercice spécifiquement et les rapprocher à mes objectifs, ça m'aide à retrouver la motivation chaque jour. On va prendre maintenant un petit virage pour parler de course à pied, qui est le sujet qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle a trouvé sa place dans ta vie? Est-ce que finalement, sa première intégration, c'était dans le cadre de ta préparation physique pour performer en snowboard? Oui, un petit peu, même si en endurance on fait un peu plus de vélo, j'étais plus attirée par la course à pied parce que je trouvais la liberté dans la course à pied, que je sois n'importe où, en Vendée, en montagne, tu prends des baskets, tu vas courir et c'est toujours chouette. Donc j'ai vraiment aimé. En montagne, ça me permettait de vraiment m'évader aussi, être seule à courir dans la nature. Enfin, j'aime bien cet esprit où il n'y a pas de technique, il n'y a pas, l'aspect matériel du vélo, il y a pas ça, on se sent libre, on part juste un t-shirt et des baskets, donc ça j'adore. Et puis pour la prépa physique, je trouve que ça donne vraiment la caisse, donc je l'ai rapproché à la performance aussi. Et en plus, il y a plein de défis à faire en course à pied, donc ça m'a motivée. Ton premier trail, ça a été donc ici, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc c'était en 2021 pour le duo étoilé. Quel souvenir donc tu en gardes? C'est vraiment très plaisant. Est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre et de densifier peut-être la compétition de trail, ou est-ce que c'était une expérience que tu as picorée, qui tombait bien et puis voilà, sans coup de cœur absolu? Ça a été une opportunité par un sponsor qui m'a proposé un dossard. Donc j'ai fait la course pour Polar et ouais, coup de cœur parce que j'avais pas eu le temps de beaucoup m'entraîner, comme d'habitude, parce que c'est vrai que c'est pas la priorité, il faut pas oublier les séances de muscu, de vitesse, et du coup la course à pied, la prépa trail vient en 3e ou 5e dans le programme, mais de partager une course à deux, être en pleine nature. Le dossard, ça changeait quelque chose Le aussi? dossard, mais ça m'a donné le feu. J'ai cru que j'allais, vu que j'avais aucune chance de gagner, j'ai cru que j'allais y aller tranquille, mais en fait, impossible. Quand j'ai un dossard, je me suis prise au jeu et je me suis dit regrette rien. Enfin, j'aurais été triste en fait de pas avoir tout donné et de m'être juste baladée. Donc j'étais au rupteur toute la montée et vu que j'ai pas beaucoup d'expérience en trail, la gestion de l'effort est pas mon point fort. Donc non, mais je me suis régalée parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de tenir très très haut en cardio pendant très longtemps. Et ça, je trouve que ça donne confiance aussi dans l'entraînement. Ça montre que quand on a des douleurs physiques ou quand on ressent la fatigue dans notre sport, hop, je me souviens, au duo étoilé, j'avais mal aux jambes à partir du kilomètre 3 et j'ai fait les 21 sur le même rythme. Du coup, je trouve que ça m'apporte aussi en confiance et ça me prouve que mon corps, enfin le corps humain en général, est capable vraiment de trucs incroyables, insoupçonnables. Ouais, voilà, auxquels tu penses pas possible. Et en fait, je me suis prouvé que c'était l'inverse, donc j'ai vraiment aimé ce côté-là. Il y avait du monde sur les côtés, on était encouragés. Ouais, non, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et j'ai adoré ce moment. Vous avez fini 41e équipe sur 500, donc ça donne une idée aussi du niveau auquel vous étiez. Tu t'es ensuite essayé à la route avec ta petite sœur, c'était à l'occasion du semi-marathon de Lyon en 2021. Qu'est-ce qui t'avait décidé à te lancer sur la route? Est-ce que ça t'appelait aussi? Est-ce que au tout départ, c'est surtout l'idée de partager ce moment-là de manière générale et plus particulièrement avec ta petite sœur? Oui, ma petite sœur avait un objectif de marathon. Là, c'était à Lyon, j'habite pas loin de Lyon. Et puis, c'était la découverte d'un nouveau sport, un nouveau petit challenge. Pareil, j'y suis allée avec pas énormément d'entraînement, mais avec vraiment l'envie. Et puis, comme d'habitude, une fois que j'avais le dossard, je me suis donnée à 100%. Et c'est ça que j'adore, c'est que oui, je suis dans le dur, mais voilà, je regrette rien, j'y vais à fond. Et puis on voit le chrono à la fin. Donc, je dirais que j'ai un petit peu moins... j'ai adoré l'expérience, mais c'est sûr que je suis plus branchée trail parce que le béton, déjà, ça fait mal aux genoux. Quand on fait du snow, on a un peu les articulations abîmées. Donc, et puis, il y a moins ce côté nature, c'est beaucoup plus redondant. Alors que ce que j'aime dans le trail, c'est que justement, il n'y a pas de routine, il n'y a pas un chemin qui se ressemble. Tu peux pas partir sur le même rythme tout le long. De toute façon, tu as des coups de cul. Et c'est ça que j'aime. Est-ce que la course à pied, notamment le trail, c'est finalement une brique de ta préparation et tu l'appréhendes comme ça, ou est-ce que c'est en soi un plaisir? Les deux sont liés. C'est un plaisir, mais il a tellement de sens dans ma préparation aussi que... C'est aujourd'hui un moyen d'être performante aussi? Oui,
Pour moi, oui. Oui, parce que ça me motive. Je mets de l'intensité beaucoup plus facilement avec un objectif de trail de départ dans 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Donc à chaque séance, quand je suis dans le dur, je me dis oui, mais donne-toi, au moins ce sera moins dur le dur étoilé, tu pourras relancer dans les côtes. Et du coup, ça me donne vraiment l'énergie de pousser chaque séance. Donc ça m'aide à la performance, c'est sûr. Et à la fois, c'est un plaisir de prendre un dossard comme ça et de faire une course complètement à part de ce que je fais d'habitude. Ta préparation là sur le trail, c'est quelque chose que tu structures toi ou est-ce que ça fait partie d'un plan plus global et donc tu es aussi accompagné avec minutie sur cette partie-là ? Non, je le structure moi, j'ai mon prep physique qui peut me donner quelques conseils et qui m'aide, mais c'est vrai que vu que c'est en complément des semaines d'entraînement bien remplies, voilà, je sais que je suis très loin d'être parfaite dans la préparation, mais bon, on va faire avec les outils du bord. Est-ce que tu t'intéresses globalement à la discipline ? Est-ce que tu suis un peu des performances, les grosses compètes, etc. Tu jettes un œil un peu à ce qui se passe ou tu es un peu loin de ça ? Un petit peu, je regarde un petit peu. On a eu la chance d'avoir une intervention de Kian Jornet une fois qui nous a parlé aussi du sport et de l'environnement, des sujets qui sont très développés dans le trail et qui sont inspirants aussi pour les autres sports qui sont un peu en retard là-dessus. Donc non, il y a eu quelques beaux échanges et il y a toujours des belles images. Et non, je regarde un petit peu, mais pas à 100%. Est-ce que tu as le sentiment que ça restera qu'un à côté ou ça peut devenir une discipline un peu plus centrale dans ta vie pour l'après-snowboard ? Oui, je pense que pour l'après, j'aurai des objectifs de trail pour le plaisir et puis pour continuer de me mettre des challenges parce que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a une vie à 100 à l'heure et surtout, je suis tellement animée par les challenges, l'adrénaline, ces émotions des événements que je pense que le jour où je vais arrêter, c'est une partie qui va beaucoup me manquer et de m'impliquer un peu plus dans un sport comme ça pour essayer de sortir de ma zone de confort et continuer de progresser dans une autre discipline. Je pense que ça fera vraiment partie de mon quotidien et de mes envies futures. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te projeter peut-être sur des efforts d'ultra-endurance et sur des trails, des ultras, tu te vois aller sur des distances très longues ? Oui, j'ai envie d'essayer. Après, je suis tellement loin de ça pour le moment et en plus, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je pourrais faire après mon entraînement snowboard, après ma carrière. Mais oui, ça me fait vraiment envie. Merci beaucoup Chloé. On va passer à la rubrique suivante du podcast qui est un questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait avancer. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment un peu fondateur qui t'a fait progresser, avancer, enfin qui a été marquant ? Est-ce que c'est justement Pyeongchang ? Je pense que c'est Pyeongchang le plus marquant. Ça peut être dans l'aspect plus perso aussi. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un marqueur fort de ta vie Je trouve que les déceptions sportives aident vraiment à se remettre en question. C'est très dur, on est au bout du rouleau le lendemain, mais c'est ce qui permet de se poser les questions sur tout ce qu'on fait et puis chercher à progresser et à s'améliorer. Donc il y a ça. Et après, je pense qu'il y a ma blessure à la cheville en 2018 aussi, donc c'était une année compliquée. Mais une fois que je me suis un peu remise des jeux, je me suis la dernière semaine de préparation physique avant de repartir sur la neige à l'automne. Je me suis arraché tous les ligaments de la cheville droite, donc grosse opération, 5 mois d'arrêt alors qu'il y avait les mondiaux. Et ça, pareil, je me souviens que ça a été une grosse étape mentalement hyper difficile parce que déjà j'étais prête, je venais de faire les 4 mois de préparation physique et je me suis dit tout ce travail pour au final me faire opérer et rester dans mon lit plâtré pendant 6 semaines à faire que du travail de bras. Et là, ça m'a vraiment appris à prendre du recul. J'ai repris les études, j'en ai profité vu que j'avais un peu de temps. Je me suis inscrite à Sciences Po. Et puis au final, je suis revenue avec tellement d'énergie, de patate et vraiment de plaisir dans mon sport parce que j'ai ressenti que ce manque me prouvait que c'était un essentiel dans ma vie et que j'étais complètement épanouie à l'entraînement. Donc en fait, le fait d'être privée de mon sport comme ça... Ça a réenchanté finalement ta pratique. Complètement. Et donc avec du recul, je crois que ça a aussi été une étape importante pour la suite. Une journée parfaite pour toi, c'est quoi les ingrédients ? Un challenge. Là, je crois que c'est pas loin de ma journée parfaite. Ce soir, il y a un challenge. Il fait grand beau. J'ai pris un bon petit déj avec des bons produits. Je vais me balader. J'ai des copains, la famille qui est par là.
Donc, Tu fais un donc oui, podcast hyper cool. carrément. Et non, ouais, les moments partagés, en fait, ce que j'adore dans le sport aussi, c'est que les victoires ou les défaites, ben, elles sont partagées dans l'équipe énormément parce qu'on s'entraîne 200 jours par an ensemble. On est un sport individuel, mais au final, on est 5 filles, 5 garçons tout le temps ensemble et le staff. Et en fait, il y a beaucoup de soutien et de l'empathie quand on perd et vraiment de la joie partagée quand on gagne. Et c'est vraiment ces moments de partage qui donnent de la valeur aux choses. Donc, dès qu'il y a un moment partagé, franchement, ça me donne la patate. Partage et challenge, les deux mots-clés, je pense, Oui. de l'épisode. Dernière question, les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte. Bah là, je viens d'avoir des biquettes à la maison pour de l'éco-pâturage et je les trouve tellement choux que j'ai envie de les prendre sur mon île. Très bien, bonne idée. Elle Faut qu'il y ait des m'apporte un pâturages, peu par contre. Ouais, complètement. Sur ton île. Une personne de ma famille, du coup. Ma petite sœur, peut-être, parce qu'elle est aventurière, donc ça nous aiderait. Et puis le troisième truc... Un bouquin, un disque, un film, des chaussures pour courir, un maillot de bain. Pas besoin peut-être sur une île. Non, chaussures, non, pas besoin. On court pieds nus. Une grande bouteille d'eau parce que c'est ce qui permet d'utiliser son physique et d'aller plus loin. Donc ça m'aidera à trouver des solutions. Parfait. Merci beaucoup Chloé. Je vais présenter très brièvement la course, donc le duo étoilé, qui est une course relativement récente du marathon du Mont Blanc puisqu'elle a été créée en 2015 en même temps que la Young Race. Cette épreuve sous forme de duo donc se court de nuit dans les montagnes alpines et c'est devenu une épreuve phare du week-end de course du marathon du Mont Blanc. Je crois qu'elle est très appréciée pour l'avoir aussi. On fait parler les gens autour de cette course beaucoup là, dans l'organisation ou des gens qui l'ont couru et tu as conforté cette idée-là. Il paraît qu'elle a quand même un cachet incroyable. Au total, il y a donc 500 duos qui vont se lancer tout à l'heure à 19h30 sur ce duo étoilé. Les 2 athlètes qui composent chaque binôme devront courir ensemble sur la totalité de la course sous peine de disqualifier l'équipe. C'est une distance de 21 km pour un peu plus de 1400 mètres de D+, qui nous attendent. 3 ravitaillements. Et voilà, et cette course doit être réalisée en moins de 6h30. C'est ton objectif, Chloé, et j'ai bon espoir que ça se passe bien pour toi. C'est le moment maintenant de la question qui pique du podcast. On parle de duo étoilé, j'ai un peu teasé tout à l'heure en amorce de cet épisode. On va parler d'espace, ça va être une question qui pique autour de l'espace. J'ai 3 affirmations sur l'espace, il faut que tu me dises si elles sont vraies ou fausses. Oula. Voilà, donc une chance sur 2 statistiquement, ça devrait bien se passer, je suis sûr. L'espace est complètement silencieux. Non. T'es sûr ? Oui, je suis sûre. Bon. Non, en fait, c'est vrai. Ah Il y a pas d'oxygène et voilà, il y a aucun bruit dans l'espace. Personne ne peut nous entendre. Donc voilà, c'est principalement dû au manque d'air. Il y a aucune substance pour porter les vibrations du son. Donc si demain tu es dans une navette et puis que tu pars, tu fais un truc en dehors de la navette et que tu pars, personne t'entendra. Okay. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Ouais. Non, je pense pas. A priori, non. Tu vas rebondir, j'en suis sûr, Chloé. Deuxième question, l'astronaute américain Alan Shepard, qui faisait partie de la mission Apollo 14, a fait un footing de 3 minutes sur la Lune. Non, je crois pas. Non, t'as raison. Mais il a fait un truc quand même vraiment délire. Il a fait du golf. Non. Je vais te raconter son histoire. Ouais. Donc en 1977, il s'est envolé en direction de l'espace. Et donc voilà son anecdote. Donc il a joué au golf. Il a raté sa première balle. Il était gêné par sa combinaison spatiale, a-t-il dit. Donc cette balle a échoué dans un cratère tout proche. Et la deuxième, en revanche, est partie en silence. Et elle est partie à des kilomètres à cause de la faible gravité. Donc je pense qu'il a fait le plus grand coup de l'histoire du golf. Voilà. Énorme. Incroyable. Oui. Donc voilà, pas de footing, mais en tout cas, il a fait un petit peu de golf. Dernière question. Sur Saturne, il pleut chaque année des tonnes de diamants sur Saturne. Non. T'es sûr? Et là, si, non. si le climat de la planète est propice à la création de carbone sous forme de cristal. Et voilà, le phénomène s'explique par le fait qu'il y a des tempêtes d'éclairs qui transforment le méthane ambiant en carbone, qui, lorsqu'il chute du ciel, devient du graphite, puis des diamants. Et donc, ces derniers peuvent atteindre une taille maximale d'1 centimètre, donc assez gros pour être placé sur une bague. Donc si dans ta reconversion à un moment tu envisages peut-être la bijouterie, je pense que Saturne, à mon avis, ça peut être un bon spot. Ouais. Tu vois, pour ouvrir une bijouterie, à mon avis. Et puis en attendant, je vais aller faire un peu de culture G sur l'espace pour être meilleur la prochaine fois. C'était hyper dur. Il y en avait une autre, c'était est-ce qu'il y a une personne enterrée sur la Lune, vrai ou faux? C'est du bonus là, mais. Faux. Ouais, c'est vrai, il y a des cendres, ouais, ils ont emmené les cendres dans le mec sur la Lune. Bon, écoute, il y a un petit trou noir là sur cette série de questions. Peut-être un peu dans la Lune, Chloé, mais je pense que tu vas rebondir en nous parlant de ce marathon du Mont Blanc. J'ai encore quelques questions en amont de la course. Bon, c'était pas facile en tout cas.
Tu es inscrit cette année avec ton coach, Kevin. C'est une envie qui était partagée. C'est toi qui as été motrice sur cette inscription pour le duo. Est-ce qu'il était archi partant aussi? Il était archi partant parce qu'il savait que j'allais sûrement participer et il m'en parlait un peu. Il fait pas du tout de course à pied. Mais il adore les challenges et c'est vraiment un fonceur. Donc je lui ai dit, bah allez, on le fait. Et il s'est entraîné à fond. Il a fait de la course à pied alors qu'il n'en avait jamais fait. Donc c'est rigolo de partager ça. Après, il a vraiment la caisse. Donc ça devrait aller avec d'autres sports. Mais en spécifique course à pied, c'est pas ça. Est-ce que toi, tu as mis en place une préparation particulière là, pour la course? Tu as eu le temps? Je suis allée courir un petit peu quand même au max. Mais non, c'est pas suffisant pour espérer bien vivre l'événement. Je sais que je vais être dans le dur parce que justement j'ai pas fait assez de longue distance pour gérer ma forme, mais bon, on verra. Est-ce qu'il y a un petit objectif de temps ou de faire mieux que la première fois ou c'est le plaisir là, qui est en première ligne? Non, faut faire mieux que la première fois. Ok, challenge, évidemment. Oui. Je pense qu'on avait mis 3h15 ou un truc comme ça, il pleuvait, j'espère faire un peu mieux que 3h15 quoi. Je te le souhaite. Merci. De quoi est fait le reste de ta journée? Là, tu viens d'arriver à Chamonix, tu es venu directement à l'hôtel pour nos échanges, donc l'occasion de te remercier encore pour ta dispo. Là, il y a un dossard à aller chercher, j'imagine. C'est ça, prendre un peu l'ambiance du village aussi avec tous les partenaires. J'ai pas mal de partenaires dans le snow qui sont aussi partenaires ici, donc ça va être chouette d'aller passer un moment avec eux. Et puis après, un petit repas avec tout ce qu'il faut pour avoir la frite ce soir. Des copains pour un petit café cet après-midi au soleil. Et puis après, il sera temps d'aller s'échauffer, récupérer la chambre à l'armée aussi, parce que je dors à l'école militaire de Cham. Et puis après, ouais, feu. Ça ressemble à une journée parfaite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Franchement, oui. Je crois qu'on la touche du doigt. Merci Chloé, je te donne rendez-vous dans quelques minutes pour nos auditeurs. Pour nous, ce sera 24 heures. J'espère que tu vas être une étoile filante ce soir sur la course. Merci. Et puis qu'on aura le plaisir de se croiser sur la ligne de départ. Et puis j'espère sur la ligne d'arrivée, ce serait bon signe. Il faudra probablement que tu m'attendes un tout petit peu. Non. Mais en tout cas, profite. Et puis on se débriefe de tout ça demain. Avec plaisir, bonne course aussi. Merci pour ta dispo. Salut Chloé. Salut. On se retrouve en clignement d'œil. Oui. Toujours le même soleil. Exactement. Toujours le même plaisir. Oui. Mal aux cuisses aujourd'hui. Ouais. C'est les cuisses qu'on prend plus cher. Ouais, complètement. J'ai payé un peu le fait de pas être assez entraînée, donc musculairement, j'ai chargé assez rapidement dans la montée et fortement dans la descente aussi. Mais et ça se paye. Oui, complètement. Non, mais ce qui est cool, c'est de voir que avec la fatigue ressentie, la douleur ressentie dès le début de course, j'ai été capable de tenir jusqu'à la fin. Donc ça, c'est hyper positif pour la suite de l'entraînement. Est-ce que tu peux nous parler du départ? C'était assez dense. Moi, je suis parti, je faisais aussi la course. Là, je suis parti à la toute fin. Et donc, c'était le bouchon. Est-ce que toi, tu as réussi à t'extraire un peu? Il y avait une seule vague de départ. Est-ce que tu as pu partir à peu près bien en bonne position ou c'était bouchon? On a essayé de se placer vers l'avant, on n'était pas tout devant, mais et du coup on a couru un peu sur les premiers kilomètres pour se placer parce que je savais qu'il y avait un chemin un peu étroit après. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai été vite fatiguée, c'est que je suis partie un peu au-dessus de mon niveau. Sur le plat ou Ouais, sur le plat, et même la première montée dans le chemin un peu large là, qui est déjà un peu longue et dure. Donc, mais au moins, ouais, c'est ça. J'ai pas du tout eu de bouchon dans la montée sur le chemin étroit, donc c'était l'objectif, mais c'était dur. Pour redonner un peu de contexte, on est parti donc à 19h30. C'est une course, comme son nom l'indique, qui se court de nuit. Et donc on est parti en toute fin de journée à 19h30, ce qui permet quand même de profiter aussi des derniers rayons du soleil, puisque le soleil se couche très tard en ce moment. Cette ascension, donc, t'as envoyé pas mal, c'est ça? Enfin, vous avez envoyé pas mal, c'était l'idée? Oui, c'était ce qu'on voulait. Enfin, moi, je voulais être au max, utiliser tout ce que j'avais dans la journée, et c'est ce qu'on a fait. Mais 1000 mètres à peu près, je crois, de dénivelé jusqu'à Menton-Vert, donc c'est un beau petit morceau. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que ce qui a été dur, c'est de gérer la boisson et manger aussi. Parce que vu que moi, je fais pas des efforts longs, j'ai pas l'habitude de devoir essayer de manger pendant l'effort. Et je trouve que c'est hyper dur quand t'es haut en cardio d'ingurgiter quelque chose. T'as eu ressenti beaucoup besoin de t'alimenter ? J'étais avec... on m'a dit qu'il fallait le faire, donc c'est vrai que ça évite des baisses de rythme. Donc j'ai essayé d'écouter les conseils des professionnels.
de la profession. Alors, je sais pas comment tu l'as ressenti. Moi, j'ai trouvé ça absolument magique quand on arrivait en haut au passage du Signal. Derrière, il y a une espèce de balcon, assez technique en fait, balcon, mais c'est pas non plus la promenade, avec un ciel rosé. Alors peut-être que toi, t'es passé avant moi, peut-être qu'il était encore bleu, mais voilà, cette espèce de ligne de crête avec un ciel rose, c'était quand même exceptionnel. On se dit qu'on est au bon endroit là. Oui, complètement. La lumière qui tombe, les couleurs du ciel, on aperçoit Chamonix en contrebas. C'est un endroit où je me suis vraiment sentie libre et surtout on avait fait le plus gros du dénivelé, donc soulagée d'en être là, et puis vraiment un moment où j'ai profité de reprendre la petite course, de se sentir avancer aussi. C'était chouette. T'as mis les pieds dans la rivière, un petit peu dans les petits ruisseaux qui coulaient, pas la rivière, j'ai les petits ruisseaux, essayé t'as esquivé un peu. Ouais, voilà, de faire jouer l'agilité. Ensuite, c'est pas tout à fait terminé, puisque à partir du kilomètre 13, qui est le deuxième ravito, sur le plan de l'aiguille, il y a ensuite une longue descente, enfin longue, en tout cas une descente continue de à peu près 7 km jusqu'au replat de l'arrivée à Chamonix. Faut pas baisser la garde, il y a pas mal de casses. Moi, j'ai observé en tout cas un peu derrière toi, en tout cas. On a entendu beaucoup de gens tomber. Moi-même, je me suis tordu la cheville un quelques de fois, le genou à l'envers aussi. Toi, est-ce que vous avez réussi à être à peu près à votre main sur ce passage-là, et est-ce que tu as apprécié surtout ce passage en descente ? Oui, j'avais des souvenirs d'il y a 2 ans où j'étais vraiment encore fraîche physiquement sur la descente, donc je m'étais vraiment régalée, je m'étais vraiment relâchée et j'avais engagé un peu. Là, j'étais moins fraîche, donc j'avais moins confiance en mes jambes et à ma capacité de me récupérer en cas de mauvaise surprise. Donc j'étais un peu plus prudente, juste parce que j'avais pas de jambes. Mais j'ai adoré parce que c'est quand même une partie technique. Il faut être hyper lucide, hyper concentré, savoir jouer un peu avec sa frontale. Donc franchement, c'est super chouette. Et puis il y a un peu de challenge. Pour doubler, c'est pas facile. Faut prendre des petits raccourcis, choisir sa ligne, un peu comme en border cross. Faut construire ses dépassements. Donc non, je me suis régalée sur cette descente. J'ai pensé à toi justement dans la descente en me disant est-ce que y a quand même un peu de retenue en te disant que ce serait dommage de te blesser tu vois, pour ton sport principal sur une sortie comme ça qui reste malgré tout du loisir, même s'il y a une envie de se challenger. Est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu penses pour mettre quand même un tout petit peu de retenue et pas prendre le risque de te flinguer un bout de saison ou autre avec une cheville qui tourne au mauvais endroit, ou c'est vraiment pas du tout présent à ton esprit ? C'est pas vraiment dans mon caractère d'essayer de me préserver pour mon sport, parce qu'on est un sport à risque, on est un sport où il faut engager, et je me dis que si j'arrive plus à engager dans tout ce que je fais et que je suis limitée par la peur ou l'idée de préserver toujours mon corps, ça va me limiter dans ma progression. Donc, et puis je me force pas, c'est quand je fais un truc, je le fais à fond, et puis voilà. Et tu te fais confiance aussi ? Oui. Ouais, je tente en tout cas. Et ça passe. Et voilà. Jusqu'ici. Vous avez terminé 89e de la course, 25e duo mixte en 3h09 et 40 secondes. Bilan positif, si on se place là un peu plus sur le plaisir, on a compris qu'il était là. Je ne vais pas parler de l'arrivée à Chamonix, mais c'est quand même aussi vraiment grisant, quoi. Ça fait, on peut refaire du 3 minutes au kilomètre là, sur ces parties-là, tellement c'est étourdissant. Oui, c'est ça, il y a un monde et du bruit. Et j'avais mon frère et ma sœur qui étaient là, qui ont fait le dernier kilomètre avec moi en plus, donc ça booste. Ils étaient... ils me donnaient un peu leur énergie, j'en avais plus beaucoup, mais en tout cas, toute la population de Chamonix qui vient nous soutenir, ça fait chaud au cœur. Ouais. Je sais pas, je pense que ça porte bonheur. Tu as une coccinelle qui se balade sur toi, elle est dans ton cou là. Et voilà, je pense que c'est bon, on va prendre ça comme un porte-bonheur. Oui. Donc, l'arrivée à Chamonix, ça donne vraiment des ailes. Et donc, le résultat en lui-même, parce que le plaisir était là, et le résultat et la performance, tu es contente de ce que vous avez fait ? J'avais pas... en fait, j'avais juste envie de faire un meilleur temps qu'il y a 2 ans pour valider une petite progression, même si je savais que j'étais pas hyper prête. Et j'avais fait 3h15, je crois, il y a 2 ans. Donc, l'objectif... Rendez-vous pour 3h04 dans 2 ans ? On se donne rendez-vous. Même 3h. Hein. Allez, 3h. Allez, 3h. C'est archivé, hein. Oui. Je te ressortirai ça au moment Avec de notre plaisir. échange. C'est quoi la suite de la journée pour toi, Chloé, là ? Là, un bon petit déjeuner déjà pour récupérer, parce que j'ai pas réussi à manger après la course, donc j'avais besoin de reprendre des forces. Et puis petite balade, rando cet après-midi au niveau du glacier des Bossons, et puis retour à la maison et préparation physique demain à 8h15 à Albertville pour faire de la muscu. On retourne au charbon. Voilà. Beau programme. La première compétition, là, si on se projette un peu plus loin, quand est-ce que tu reprends ta saison ?
La première compétition sera aux Deux Alpes le 2 décembre. C'est la première étape de Coupe du Monde, donc voilà, c'est à la maison en France, donc c'est encore plus motivant. On sera fidèle au poste en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un globe? Un globe, oui. C'est ça l'idée? Oui, c'est le rêve. Eh ben, je passe la commande, je le mets sur la liste de mes souhaits pour toi. Merci, ça a été un grand plaisir, Chloé. Partagé. Et puis profite bien de cette journée-là. On a les conditions rêvées. Oui. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.